Bonjour les amis, et me revoilà pour la fin de cette réflexion sur le nouveau monde à partir du podcast de France Culture sur l'émission de Avec Philosophie consacrée à ces trois penseurs, John Locke, Chateaubriand et Volney. Et là, nous sommes dans la dernière partie de Volney. Alors, c'est une réflexion sur la façon dont ces penseurs au XVIIIe siècle ont pensé cette colonisation qui se déroulait donc en Amérique. Voilà, alors donc c'est un lien avec la théorie que je développe sur le site mécaniqueuniverselle.net et selon laquelle l'humanité dans son ensemble, évolue vers son ultime perfection. La paix universelle, la fraternité absolue, en fait, on construit sans le savoir le paradis pour nos futurs descendants. Voilà. Alors, il faudra encore quelques siècles d'évolution, peut-être 3-4 siècles, peut-être davantage, peut-être moins. Et donc, voilà, pour préciser un peu cette théorie, je prends appui sur des vidéos comme ça me permet de digresser, de faire des digressions. Alors, je lance et en Amérique, aux États-Unis, c'est quand même comme ça que ça Exactement. personne ne disait encore vraiment comme ça. Oui, enfin, vous voyez ce que je veux dire, l'Amérique, regardez même Tocqueville de la démocratie en Amérique, enfin, le mot est premier. Est-ce que lui aussi, Volney, il part, comme Chateaubriand, d'abord pour des raisons scientifiques, pour une exploration scientifique? Alors oui, dans un sens, parce que c'est un voyageur. Il part aux États-Unis comme il est allé en Égypte et en Syrie. Oui. C'est un voyageur, c'est quelqu'un de très curieux. Il part aussi parce que il a des dettes et il n'est pas véritablement menacé par la guillotine, je dirais, mais néanmoins, c'est pratique pour lui de partir à ce moment-là de France. Il part pas très longtemps après oui. Chateaubriand, presque. Non, mais pas, oui, légèrement après. Oui, non, après quand même, oui, parce qu'il est parti à la fin des années 1790. Voilà, c'était en 1795. Il reste 3 ans, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, 95 ou début 96. Donc c'est tout de même un autre moment des États-Unis. Et quand il publie son tableau du climat et du sol d'Amérique en 1803, Atala a déjà été publié en 1801. Oui. Ce n'est pas rien. Et puis je voudrais aussi dire, avant d'en venir au tableau, qu'il il a publié d'autres choses, et un ouvrage qui a été extrêmement connu de son époque, c'est Ruines ou méditations sur la révolution des empires. Un titre magnifique pour un ouvrage qui a été beaucoup diffusé, qui a tout de suite été traduit en anglais 3 fois. Il y a eu 3 traductions. Je raconte l'histoire de la 3e traduction dans un article que j'ai publié. Et c'était en 1791 précisément, l'année de la publication des Ruines. Alors, très bien. Alors maintenant, l'Amérique, je voudrais vraiment que vous puissiez développer l'importance de Volney sur ce sujet. Est-ce qu'il renvoie dans ses clous le romantisme de Chateaubriand? Complètement. Vraiment? Ah oui, il est. Alors, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a plusieurs pics à l'égard de Chateaubriand. Je ne crois pas que le nom de Chateaubriand apparaisse, mais des petites piques. Alors, dans une note, il y a beaucoup de choses dans les notes. Toujours très intéressant de voir ce qu'il y a dans les notes. Ça fait ressortir justement les sarcasmes et les piques. Alors, la pique essentielle, c'est celle qui apparaît dans une note dans les observations sur les Indiens ou sauvages de l'Amérique du Nord, l'une des annexes de tableau, concerne justement le christianisme et ce dont il a été question il y a quelques minutes. Il dit « Je n'ai jamais ouï citer aux États-Unis l'exemple d'un seul sauvage réellement chrétien ». Aussi, lorsque chez nous, un auteur préconisait à fonder l'intérêt d'un roman récent sur la dévotion, il a marqué, etc. Il souligne que, par sarcasme, tout cela n'est absolument pas fondé sur de la vraisemblance, mais comme il conclut cette note, tous les chemins mènent à Rome. Est-ce que les Indiens sont regardés par Volney avec une valorisation, une curiosité, en même temps un réalisme qui effectivement rompent avec la romantisation
de Chateaubriand. Totalement. C'est l'opposé, c'est le contrepoint. Et ce qu'il fait dans son tableau, et toujours dans cette annexe qui est très importante, et peut-être l'un des textes les plus connus de Volney, avec les ruines et le voyage en Syrie, en Égypte, c'est quelque chose de terrible. Il se prononce comme scientifique, donc on est au moment où où naît la science de l'ethnologie ou de l'anthropologie. Donc il développe une méthodologie. Oui. Il a vu lui aussi des Indiens, il a voyagé dans ce qui était à l'époque l'ouest des États-Unis, et là la prétention de faire œuvre de scientifique de manière très méthodique. Néanmoins, après avoir livré ses observations, il livre un portrait du sauvage, oui. De l'Indien, du naturel. Elle dit aussi à un moment donné dans son texte, il fait un portrait absolument terrible. L'Indien est féroce, c'est un mangeur de sang, un buveur de sang, c'est un boucher. Il y a une sorte de dérapage dans le texte qui fait de ce texte sur les Indiens un essai philosophique qui prend une dimension, je dirais, allégorique et qui est très fondamentalement politique. Alors d'accord. Donc oui, de toute manière, là ces trois personnages, John Locke, Chateaubriand et Volney, en fait étaient des pro-colons. Et comme naturellement, pour coloniser, il faut dégrader l'image de l'autre. Pour pouvoir piller sa terre, il faut penser qu'il la possède pas, parce qu'il la travaille pas, parce qu'il fait pas des champs de blé, etc., et qu'il se contente de vivre sur cette terre d'une manière vraiment différente. Donc il faut arriver à ne pas voir l'autre, à ne pas pouvoir vraiment l'analyser. Est-ce que ça correspond à cette fin du XVIIIe siècle, début XIXe? Est-ce que c'était la pensée générale ou est-ce qu'il y avait des pensées vraiment révolutionnaires qu'on pourra retrouver plus tard, je pense, avec justement chez Marx, ou ceux qui vont s'opposer clairement à la colonisation, qui vont critiquer, et donc qui, par là même, vont montrer qu'ils sont capables de voir l'âme de l'autre, et non pas comme un sauvage, mais comme un individu avec une spiritualité particulière qui lui permet de vivre d'une autre manière sa présence au monde, sa présence en Amérique à l'époque, pour les Indiens, etc. Il n'y a pas de romantisation, mais il y a un réalisme peut-être, mais peut-être y a-t-il aussi tout simplement une peur, un mépris d'occidental qui malgré tout transparaît dans les textes de Volney. Je crois que par exemple il fait beaucoup de cas de l'homosexualité qu'il constate, non, chez les Amérindiens. Oui, enfin il fait aussi il est très méprisant quand même. Oui, mais c'est pas tout à fait ça. Il est iconoclaste à plus d'un égard, iconoclaste aussi parce que il fait cette comparaison entre les Indiens et les Grecs. Donc il y a aussi une destruction du mythe d'une Grèce antique idéalisée. Donc vous ne diriez pas que c'est un des premiers ethnologues qui a quand même contribué à mettre un peu comme on disait, de l'orientalisme, de l'idéologie dans l'observation scientifique? Tout à fait. Tout à fait. Et là, à sa manière, et lui aussi a contribué à forger des arguments pour la colonisation des terres indiennes. Ah, il était quand même pour. C'est-à-dire qu'il c'est clair. Volney est un homme très intéressant, très ambigu, et son texte est plein de tensions. Et ce que je voudrais arriver à dire très clairement, c'est que ce qu'il met en avant, c'est bien sûr, il défend la propriété et il dit que les Indiens ne sont pas civilisés parce qu'ils ne sont pas propriétaires. Voilà. Alors c'est vraiment, ça veut dire que c'est une façon qui se contraint, parce que c'est des hommes très intelligents, et Chateaubriand et John Locke et Volney. Donc c'est
une détermination de cautionner le pillage de cette terre. Parce que il pourrait très bien comprendre, il comprenait très bien ils avaient un autre rapport avec la terre, et que ce rapport à la terre avait déjà été peut-être vu par Jean-Jacques Rousseau et par d'autres très certainement. Donc, à mon sens, c'est des esprits coloniaux. Et il faudrait vraiment, là, ça vaudrait le coup de se renseigner pour savoir si, à l'époque, il y avait vraiment des réflexions égalitaristes sur les diverses civilisations. S'il y avait déjà eu des penseurs, des philosophes, qui pouvaient regarder l'autre comme étant un humain égal, qui a une autre façon de vivre sa présence à la terre. Et sachant qu'ils savaient très bien que cette terre, c'était les Indiens qui l'habitaient, que c'était les Indiens qui étaient à l'origine. Donc, c'est vraiment c'est de la mauvaise foi pour pouvoir justifier la colonisation, tout simplement. Et là, c'est... Mais il dit aussi autre chose de très important, c'est que s'ils sont dans cet état-là, c'est parce qu'ils ont été colonisés. Donc, lorsqu'il, au début de son texte, il décrit des Indiens ivres qui se conduisent comme des dépravés, des sauvages précisément, c'est aussi pour souligner qu'ils sont ainsi parce qu'ils ont subi la colonisation des Européens. Et que s'il n'y avait pas eu cette colonisation, ils auraient continué de se civiliser. Il y aurait eu ce processus qui aurait pu avoir lieu aussi parmi les Indiens. Parce que se civiliser, évidemment, c'est le narcissisme absolu, quoi, tout simplement. C'est vraiment le narcissisme. Je suis l'étalon hors de ce que doit être un être humain. L'Occident nous, en Europe, nous sommes les dépositaires de ce qui est bien en tant qu'être humain. Vous devez nous ressembler. Et on se retrouve exactement avec la même conformité de pensée dans les descendants, nos dominants descendants de ces colons, de cet esprit colonial qui a commencé avec... le voyage en Amérique et le voyage en Afrique, avec ces personnes qui sont parties là-bas, avec cette vision narcissique selon laquelle je suis le baromètre de ce qui est bien, voilà comment il faut vivre. Et c'est exactement ce qui se passe avec la société contemporaine. C'est hallucinant quand on y réfléchit, parce que c'est ce que disent les racistes, faut le dire, hein, les mouvements hyper nationalistes, pro-occidentaux, qui d'abord veulent pas reconnaître les torts de la colonisation, qui pensent que on a apporté la civilisation, etc., etc., mais qui dénient le droit de se vêtir comme les gens veulent se vivre en France, les femmes qui portent le voile, etc. Ça découle complètement de cette incapacité de voir l'autre dans ce qu'il est et dans sa beauté, dans sa puissance, quoi. Pas sa puissance, mais sa spiritualité, sa vision spirituelle du monde. C'est impossible pour ces états d'esprit coloniaux, et c'est l'état d'esprit colonial qui est à l'œuvre dans ces
sur ces chaînes de télévision qui dégradent l'image de l'autre, qui continuent à dire, voilà comment... Enfin, c'est quelque chose qui... C'est terrible, quoi. Bon, ben, on est arrivé à la fin. Donc, il y a bien une perpétuation de ce narcissisme. Et le narcissisme, c'est ça. C'est être incapable de voir l'autre dans sa diversité. C'est-à-dire, tu dois me ressembler pour être quelqu'un. Voilà, si tu veux être quelqu'un, il faut que tu me ressembles. Un chef de l'État qui dit « ceux qui sont rien », c'est du narcissisme absolu. Parce que ceux qui sont rien, il ne peut pas voir. Lui, il se pense être tout. Il se pense être le symbole de ce à quoi les autres doivent ressembler. Sans penser que quelqu'un qui est sans domicile fixe a 100 fois plus de courage à vivre ce qu'il vit que le chef de l'État. Il est à des millions de kilomètres plus haut, spirituellement parlant, même si c'est... Pourquoi? Parce qu'il doit supporter la peur, le froid, l'angoisse, le dénuement, vivre avec rien, connaître ce que c'est que vivre avec rien. Et l'Occident montre par là son incapacité à voir la spiritualité derrière ces choses-là. Parce que dans un pays comme l'Inde, quelqu'un qui abandonne tout pour partir et pour partir sur les chemins et il est vénéré. C'est quelqu'un, on sait que il faut un courage inouï pour faire ça. En France, il va être dénigré par cet élitisme-là. Et on est tombé dans cet élitisme depuis les années 80, 85. On est rentré à fond dans cette vision complètement élitiste où on dégrade tout ce qui n'est pas, qui ne rapporte pas d'argent, qui n'est pas actif, qui n'est pas, etc. On voit plus du tout la subtilité dans la vie, quoi. On voit plus la complexité de l'existence. Et c'est tout le travail de la mécanique universelle, tout le travail de mon site, de montrer que le mendiant dans la rue travaille autant que le sociologue qui écrit sur les mendiants, qui écrit un livre là-dessus et qui va être encensé par la critique, par tout le monde. Et le mendiant, il travaille parce que sans lui, il n'y a pas de sociologue pour travailler là-dessus. Donc c'est le travail conjoint, sauf qu'ils ne le savent pas, aucun des deux ne le sait. Un doit penser qu'il est rien et l'autre doit penser qu'il est une sommité de la réflexion et de la pensée et de la science. C'est tragique, quoi. Et donc, mon travail, le travail de la mécanique universelle, est d'éclairer toute cette subtilité. Pourquoi le délinquant est aussi important que le juge qui va construire une loi grâce à celui qui va chercher à abuser ses congénères tout en restant dans la légalité. Il trouve un vice de forme, et ben le juge va poser une loi sur ce truc-là. Et c'est ce travail conjoint qui fait cette chose-là. Il n'y a pas que ces deux acteurs, il y a tout un tas d'autres acteurs. Il y a ceux qui luttent contre les injustices, etc., qui vont faire que le code pénal est épais comme ça. S'il est épais comme ça, c'est parce que c'était le travail entre le législateur, celui qui crée les lois, et celui qui les transgresse et qui trouve des astuces, et qui trouve des vides juridiques, et qui oblige le législateur à poser une loi. Au début, il n'y avait pas toutes ces lois qui étaient là. Au début, il y avait « tu ne tueras pas, tu ne voleras pas », et encore avant ça, il y avait les tabous et les interdits. Bon, c'est parti de quelques lois basiques et ça c'est devenu ce que c'est devenu parce qu'il y a le travail conjoint entre les deux. Et il y en a qu'un qui
qui a l'éloge de la société et l'autre qui a les crachats de la société. Et c'est ça qu'il faut. Il faut élever l'esprit à cette complexité-là. Voilà tout le travail de la mécanique universelle. Si vous pensez que ça a de l'intérêt, ben vous mettez des pouces, vous vous abonnez, vous diffusez ces vidéos, vous envoyez le lien à vos amis, vous laissez des commentaires, tout ça augmente la visibilité du site et vous allez visiter le site mécaniqueuniverselle.net où je démontre toute cette théorie. Voilà. En tout cas, je vous remercie et je suis désolé, je parle avec colère, c'est juste parce que c'est l'injustice qui me motive. Mais bon, voilà. Je sais que l'humanité, elle va vers cette compréhension-là. Il faudra du temps peut-être, mais c'est comme ça. Voilà. Et on va travailler sur ce bouquin-là que j'ai trouvé dans ma bibliothèque. Ma sœur, mon épouse, H.F. Peters, c'est sur Lou Andrea Salomé et il y a eu quelques passages sur Nietzsche qui sont intéressants. Et on va parler de ça dans les prochaines vidéos. Voilà. Je vous remercie en tout cas de votre soutien, même silencieux, même... voilà, il est là, je le sens. Merci, à très bientôt.